Et si pour la nouvelle année 2025, on prenait vraiment la résolution d'arrêter, c'est-à-dire que de penser que l'agriculture en Afrique va se développer grâce au slogan. J'interpelle ici tous les acteurs, c'est-à-dire du terrain. J'interpelle ici beaucoup plus les infopreneurs, les influenceurs, c'est-à-dire qu'entrepreneurs, ceux qui sont dans le domaine agricole, même ceux qui ne sont pas dans le domaine agricole. Parce que ici, la plupart des personnes qui parlent, je me rends compte que c'est des personnes qui ne sont même pas du tout du domaine. Ou qui sont des personnes qui s'intéressent, qui se débrouillent, mais qui pensent qu'à coup de slogan, l'agriculture africaine va se développer. Qui pensent qu'à coup de slogan, on pourra rattraper le modèle occidental. Qui passent leur temps à fantasmer sur un modèle occidental dont ils ne maîtrisent même pas les contours, dont ils ne connaissent même pas voilà, les tenants et les aboutissants, dont ils ne savent même pas voilà, quel est le gagnant dans le game. Ils rêvent d'un modèle où ils sont tout simplement des ouvriers, ils sont tout simplement des employés, ils sont tout simplement en train de travailler pour les autres. Ils rêvent d'un modèle où ils mettent tout simplement le confort en avant. Ils rêvent d'un modèle où ils pensent que c'est la productivité. Ils rêvent d'un modèle où ils ne voient que uniquement l'argent. Mais moi, je viens vous dire ici que qui vous a dit à un moment donné que être sur la mécanique, être sur les grandes surfaces, c'est synonyme de rentabilité. Donc c'est ce mythe-là que depuis 5 ans, je suis en train de déconstruire. Et que pas à pas, c'est-à-dire que voilà, vous-même vous êtes en train de voir comment c'est-à-dire que tous ces slogans-là tombent comme les châteaux de cartes. On ne va pas voir l'agriculture parce que malheureusement, c'est-à-dire que voilà, on vient de devenir milliardaire, on a des slogans. Est-ce que tu as dit que tu connais un agriculteur qui est milliardaire? Je dis même que c'est mal connaître ce phénomène. Je dis donc, chers agriculteurs visionnaires, vous qui êtes abonnés sur cette chaîne, ne tombez pas sur ce piège-là. Le YouTube game que vous voyez là, c'est un univers que vous ne comprenez pas. Mais on se sert de vous abonner comme de la pâte à modeler. On vous malaxe dans tous les sens. Je dirais, ils sont des boulangers et ils vous roulent dans la farine à coups de slogan. Je suis le meilleur de ceci, je suis le meilleur de cela. L'agriculture, c'est-à-dire qu'elle est archaïque. Ah, si nous ne produisons pas, c'est parce que notre agriculture est archaïque. C'est parce qu'on produit encore avec la houe. Ah, il faut la mécanisation, nous ne sommes pas sur les tracteurs. On ne peut pas s'enrichir sur 2 hectares. Ce n'est pas c'est-à-dire qu'en allant faire 2 hectares de tomates que tu deviendras un milliardaire. Vous voyez, on vous balade comme ça. On vous balade, on vous perd. Non, la production ne sert à rien. La production ne sert à rien. Franchement. Mais si on ne produit donc pas, comment est-ce qu'on va consommer? Comment est-ce qu'on va s'autosuffire? Mais moi, je viens ici vous faire comprendre que, et même dire à ces acteurs-là, que faites attention. Moi, lorsque je suis allé me lancer dans le domaine agricole, je continue à dire, je peux parler librement parce que lorsque je me suis lancé, tous ces acteurs, tous ces entrepreneurs n'existaient pas. Et je tiens à dire ici que Internet qui est là, c'est un outil qui est formidable. Mais en même temps, c'est un outil qui peut nous abrutir, nous détruire. Les réseaux sociaux que vous voyez, Internet, c'est un outil formidable. Parce qu'en termes de communication, on peut se connecter. Je peux être en train de partager une vidéo comme ça, une information, qui pourra toucher, c'est-à-dire que des centaines de milliers de personnes. Et des personnes situées à des zones géographiques diverses et variées. Alors qu'avant, il fallait écrire une lettre. Je ne pouvais pas, tel que sur une lettre,
envoyé à plus de 100 000 personnes. Avant, il fallait par exemple faire une conférence dans un lieu précis. 100 000 personnes ne peuvent pas se réunir. Avant, s'il faut rentrer encore en arrière avec, c'est-à-dire, voilà, nos moyens de communication, on communiquait avec les balafons. On n'avait pas que toute cette technologie-là. Oui, la technologie, c'est une bonne chose. Mais la technologie n'a pas toujours amené que des choses positives. Ce qui est bien, c'est-à-dire que dans la technologie, on prend. Ce qui est mauvais aussi, on se doit, c'est-à-dire que de dénoncer ça. On se doit de se questionner afin de pouvoir améliorer les choses. Mais il n'y a que chez nous en Afrique où le questionnement n'existe pas. On est uniquement omnibulé par la part des gains. Mais il faut aussi peut-être se dire que c'est la pauvreté. Mais c'est une pauvreté d'esprit. Parce que je me rends compte que les personnes qui tiennent ces discours, c'est des personnes, c'est-à-dire intellectuelles. Ils aiment bien le dire, intellectuels, ils ont été à l'école, ils sont des intellectuels. Mais qui maintiennent la masse comme ça, dans la médiocrité. Par rapport, c'est-à-dire à leurs intérêts, c'est-à-dire égoïstes, leurs intérêts personnels. Moi, je vais vous dire, je peux parler de ça librement. Parce que moi, je dis, je me suis lancé dans le domaine agricole parce que j'ai l'amour de ce métier-là. Parce que depuis plus de 30 ans, depuis tout petit, j'exerce dans le domaine agricole. Mes parents m'ont donné cette fibre-là. Mon grand-père, c'était un agriculteur. Il a laissé un héritage qui est là, des terres de plus de 20 hectares à ses enfants. C'est là-bas que je me suis exercé. Sur la production du vivrier, sur la production des cultures pérennes. Donc je sais c'est quoi l'agriculture. Je connais toutes les contraintes. Donc la nouvelle génération aujourd'hui, comme Internet aujourd'hui c'est le nouvel Tech Eldorado, c'est la nouvelle mine d'or, beaucoup se sont lancés, ont compris que Internet, il y a de l'argent sur Internet. On peut gagner l'argent facilement et rapidement, sans rien faire. Vous les voyez. Comment gagner l'argent sans rien faire? Viens donner ton argent, va dormir. Comment gagner de l'argent avec la crypto-monnaie? Comment gagner de l'argent en bourse? Comment gagner de l'argent avec les NFT? On vous a sorti les marketing de réseau. On vous a sorti avec les Amazon. On vous a sorti les dropshipping. Tous ces business vers lesquels on ne vous montre pas le processus. Ils vous disent uniquement comment ils sont milliardaires. Le baromètre aujourd'hui, c'est le milliard. Ils sont tous milliardaires, multimilliardaires. Mais personne ne vous montre le processus. Personne ne vous montre le produit gagnant. Parce qu'il faut comprendre que dans ces business-là, c'est des business trompe-œil. Tu ne pourras jamais devenir facilement, rapidement milliardaire. Parce que dans ces business, c'est les business d'affiliation. La personne ne va jamais te montrer son produit gagnant. Mais tout au contraire, la personne va te dire à chaque fois, ben, prends ce lien-là d'affiliation pour ce logiciel pour pouvoir trouver tel produit. Prends ce lien encore pour pouvoir avoir beaucoup plus de followers. Prends ce lien d'affiliation pour pouvoir trouver, pour pouvoir faire du copywriting. Prends ce lien d'affiliation pour pouvoir avoir l'intelligence ChatGPT. Prends ce lien d'affiliation. Ce n'est pas les liens d'affiliation qui gagnent leur argent. Moi, je le dis et je mets au défi celui qui s'est lancé dans le domaine agricole de façon pensée, qui produit année après année, de démentir ce que je dis. L'agriculture, c'est que ce n'est pas un domaine où on vient spéculer. Donc tu vois que sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que j'ai vu naître cette guerre-là. Parce que je les ai vus tous, c'est-à-dire que naître sur les réseaux sociaux. Je les suis tous. Et ils me suivent. Ils savent. Cette guerre-là, c'est-à-dire qu'elle est née parce qu'ils sont aussi dans la course des abonnés. Je suis le numéro 1. J'ai tel nombre d'abonnés. J'ai tel nombre de followers. J'ai tel nombre de ceci. Donc, comme ils sont tous là à faire les mêmes business de marketing, de réseau, de Amazon,
de e-commerce, la rivalité a commencé. La rivalité a commencé avec ceux-mêmes qui se sont lancés dans le domaine agricole. C'est là où je dis, nous les Africains, j'interpelle les Camerounais, j'interpelle les infopreneurs camerounais, j'interpelle tous ces influenceurs camerounais. Et en général, j'interpelle les influenceurs africains. J'interpelle les entrepreneurs africains et les infopreneurs africains. Chers frères et sœurs, soyons dans la vérité. Il y a une guerre qui est là. Et une guerre qui mène à l'abîme, c'est-à-dire que la grosse majorité de la population. Les Africains veulent voir leur continent se développer. Les Africains, c'est-à-dire que veulent entreprendre. Les Africains veulent investir. Mais ne maintenez pas les Africains dans vos guerres égoïstes. Ne les menez pas dans l'abîme. Soyez dans la vérité. Sortez de vos guerres égoïstes. Donc cette guerre-là est arrivée, celui qui allait faire dans l'agriculture, qui a commencé à inciter les personnes à venir entreprendre, vous voyez comment je ne me cache pas, je les nomme ici. Qui est le leader en ce moment, c'est-à-dire que sur YouTube, en termes de nombre d'abonnés, il s'est intéressé à l'agriculture. C'est une bonne chose. Il a commencé à donner envie aux personnes de venir, de s'intéresser dans le domaine agricole, ce qui est tout à fait normal. Parce que je continue à maintenir que c'est l'agriculture et l'élevage, donc l'agro-pastoral, qui sortira l'Afrique de la pauvreté. C'est l'agro-pastoral qui va permettre en sorte qu'on puisse connaître l'autonomie sur tous les plans. Parce que c'est le secteur qui est primaire. On doit commencer par le secteur primaire, après passer par le secteur secondaire, après passer par le secteur tertiaire. C'est là où on aura les supermarketeurs. C'est là où on aura les vendeurs. C'est là où on pourra voir, c'est-à-dire que voilà, tous ces secteurs de la technologie se développer. Tous ces secteurs du tertiaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Puisque l'autre est passé, l'engouement. Beaucoup sont intéressés par le secteur agricole. Mais ceux qui ont pris la niche du marketing, comment ils voient ça? Et l'autre, si l'autre a pris la niche du marketing, s'est diversifié à aller, c'est-à-dire que commencer à parler du marketing, à parler de la vente. Il y a eu des guerres qui sont là. Moi, je vous dis cash. Il y a eu des guerres qui sont créées. Aujourd'hui, ces leaders-là ne se parlent pas. Ces leaders-là, à travers des vidéos interposées, se clashent. Et aujourd'hui, ça a formé des clans. C'est ce que j'appelle le phénomène de « aide-moi à détester ». Nous, les Africains, nous, les Camerounais, j'indique les Camerounais parce que lorsque vous voyez aussi dans la sphère, c'est-à-dire des réseaux sociaux, vous voyez que les Camerounais sont majoritaires. Il faut dire, c'est dans la sphère, c'est-à-dire que des influenceurs business, que ce soit même sur tous les plans, les Camerounais sont majoritaires. Mais est-ce qu'ils sont solidaires? Ça crée des clans. Le aide-moi à détester entrer. Donc les gens, certains sont rangés dans un coin pour pouvoir détester les autres. Comment est-ce qu'on fait donc pour avancer? Et c'est ce qui a donné la naissance maintenant au slogan. Vous entendez maintenant, les gens sont plutôt dans les slogans. Donc ils forment des camps. Je vais vous présenter le meilleur tel que celui-là, il est meilleur en agriculture. Et il est meilleur en élevage. C'est lui le numéro 1, ceci. Donc on ne refuse pas de pouvoir, c'est-à-dire que se galvaniser pour avoir la confiance en soi. Mais ne pas avoir c'est bien d'avoir la confiance en soi, mais être dans la vérité. Donc c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui des slogans. Ah, l'agriculture ne donne rien. Ah, l'agriculture ne rend pas riche. Ah, l'agriculture, ce n'est pas avec 2 États qu'on va aller faire devenir milliardaire. Vous entendez les slogans qu'on produit encore de façon archaïque. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? De nos parents? De nos frères et sœurs qui sont restés dans l'arrière-pays, travailler, c'est-à-dire que braver les challenges pour nous nourrir? De qui se moque-t-on? Des parents qui ont travaillé c'est-à-dire que de façon digne pour pouvoir envoyer toutes ces personnes qui parlent aujourd'hui sur le net à l'école? Si tu es médecin aujourd'hui, ce n'est pas parce que tes parents ont travaillé la terre. Si tu es ingénieur, ce n'est pas parce que tes parents ont travaillé la terre. Si tu es comptable, si tu es secrétaire, si tu es ministre, même les personnes qui nous gouvernent aujourd'hui, c'est parce que leurs parents ont travaillé la terre.
C'est parce qu'ils ont produit le café, ils ont produit le cacao, ils ont produit les cultures vivrières. C'est parce que, que c'était avec les mamans qui étaient les Bayam Selam. Donc les Bayam Selam, ici, ce sont nos mamans, c'est les mamans qui achètent et vont revendre. Ces braves femmes et braves hommes qui risquent leur vie que tous les jours à aller dans l'arrière-pays, malgré les mauvais états de route. Certains passent une semaine avant de sortir les vivres, bravent les mauvais états de route, des accidents, pour ramener les cultures que dans les marchés en ville. Vous vous moquez de ces gens-là en pensant qu'en parlant de milliards, comment vous gagnez vos milliards? Donc je viens vous dire, chers agripreneurs visionnaires, ne tombez pas dans ce piège. Moi, lorsque je suis allé entreprendre, aller se lancer dans le domaine agricole, c'est un acte militant. C'est un acte militant. Donc quand je viens vous partager sur la connaissance, c'est parce que tu as dit que ça coule dans mes veines, le domaine agricole. Beaucoup parlent de l'agriculture, très peu pratique. Beaucoup parlent de l'agriculture. Combien vont dans leur village? Est-ce qu'on fait l'agriculture en centre-ville? Est-ce qu'on fait de l'agriculture dans la palotte? Beaucoup se sont intéressés. Combien peuvent nous dire aujourd'hui l'état des lieux de leur plantation? Moi, je viens vous dire ici qu'aller vers l'agriculture, c'est un secteur qui est régalien. Je suis venu vous dire ici qu'on gagne de l'argent dans le domaine agricole. Mais gagner de l'argent dans le domaine agricole, il faut savoir exactement où tu vas. Le choix de la spéculation, le choix de la culture est très important. Que c'est le choix de la culture qui est important. Le choix est important. La zone agroécologique est importante. Le marché est important. Ta connaissance, quand je dis ici connaissance, sur la culture, sur l'itinéraire agronomique, sur tous les phénomènes là. Quand je parle aujourd'hui, depuis 5 ans, je vous parle du changement climatique, du réchauffement climatique. Et on avait des personnes comme ça. Ah non, eux ils ont déforesté, nous aussi on va déforester. Nous aussi on va aller détruire, avec les plantes, détruire les forêts pour pouvoir cultiver. Pour cultiver quoi? Nous aussi on va aller faire 1000 hectares de maïs, 1000 hectares de blé, 1000 hectares de soja, 2000 hectares de doublons. J'ai dit, on marche sur la tête. Et on ne vous explique pas comment vous allez faire. Moi je vais donc demander là aujourd'hui, avec beaucoup de recul, qu'est-ce qu'on voit? Si c'est l'argent que vous voulez gagner, je vous ai dit ici, avec une culture comme le safran, pour les personnes qui sont là, disent que ce n'est pas sur 1 hectare qu'on devient riche. 1 hectare de safran, juste 1 kilo de safran, c'est 33 000 €. Imagine si tu as 1 tonne. La deuxième culture la plus rentable sur 1 hectare, la vanille. 1 kilo de vanille, ça aussi entre 100 € et 1000 €. Si tu vas produire, c'est-à-dire que la vanille, la variété, c'est-à-dire que Tahiti, parce que c'est ça qui coûte plus cher, tu peux vendre le kilo à 1000 €. Tu as l'autre variété Bourbon sur 1 hectare. Et si tu as comme ça 3 tonnes, imagine ce que tu donnes. La troisième culture la plus rentable, c'est le poivre. Ça aussi entre 100 et 400 € le kilo. Qu'est-ce que vous dites? Et chez nous en Afrique, chez nous au Cameroun, nous avons des personnes qui produisent le poivre depuis 1950. Et comme je te dis, pour être millionnaire ou pour être milliardaire, tu n'as pas besoin d'une grosse superficie. Tu commences avec 2000 hectares, tu es rentier. Si tu fais 1 hectare, tu mets ta famille à l'abri. Je suis venu vous partager les cultures comme le palmier à huile. Vous cherchez les milliardaires palmiers à huile. Tu as des milliardaires dans le palmier à huile. C'est ça, l'huile de palme. Et c'est des cultures qui sont hautement stratégiques. Vous voyez que, qu'est-ce qui crée l'inflation aujourd'hui? L'inflation aujourd'hui, la crise aujourd'hui, c'est sur le secteur énergétique. Lorsqu'il y a eu le conflit entre l'Ukraine et la Russie, quels sont les produits qui sont... Quels sont les produits qui ont connu la flambée au niveau des prix? L'huile. Tu vois? L'huile de tournesol. L'huile de tournesol est produite où? N'est-ce pas? Lorsqu'il y a eu ce conflit-là, on s'est rendu compte que c'est la Russie et l'Ukraine qui produisent, qui ravitaillent le monde en termes d'huile de tournesol
parce qu'ils produisent ces céréales-là. Pourquoi ne pouvons-nous pas aussi appliquer la même stratégie avec l'huile de palme? L'huile de palme, c'est un produit du terroir. L'huile de palme est originaire d'Afrique. Nous avons l'expertise. Le palmier à huile, parce que c'est le palmier à huile qui donne l'huile de palme. Le palmier à huile, en termes de cultures oléagineuses, donc quand je parle oléagineux ici, c'est le tournesol, c'est le maïs, c'est le colza, c'est l'avocat, c'est tout ce qui produit l'huile, toutes les cultures qui produisent l'huile. L'huile de palme, c'est-à-dire qu'en termes de production, est au-dessus. 5 fois, 10 fois, 20 fois plus. Un hectare de palmier à huile, à l'âge, c'est-à-dire que mature, c'est minimum 30 tonnes. Et en termes de production d'huile, tu as facilement comme ça 5 000 litres, donc 5 tonnes. Alors que lorsque tu vas te dire que sur les cultures comme ça, comme le tournesol, c'est 0,0004. C'est minime, c'est infime. Et en termes de coût de production, pour pouvoir avoir 5 000 litres de tournesol, il faut que tu sois sur des superficies de plus de 100 hectares. Alors que tu as comme ça une tonne, sur 1 hectare, tu as 5 000 litres avec l'huile de palme. Et en termes de coût de production, avec l'huile de palme, c'est peanut. Tu ne dépenses pas grand-chose sur 1 hectare de palmier. Il n'y a pas de mécanisation lourde. Alors qu'avec les céréales, il y a une mécanisation lourde. Avec les céréales, tu dois commencer à investir pas moins que d'1 million d'euros. Pas moins d'1 milliard en Afrique. Qui va te donner 1 milliard? C'est pour ça que je suis venu partager avec vous. Je ne suis pas dans les slogans. Je suis ici à vous donner les informations claires et concrètes. Je suis venu vous dire, en allant produire les céréales, mais on ne peut pas devenir riche. On travaille pour les autres. Parce que c'est un système qui a été savamment pensé. Pendant que je le disais, certains étaient dubitatifs. Mais dans la communauté ici, si vous vous êtes abonné, c'est parce que vous avez compris. C'est pour ça que dans la communauté agripreneur visionnaire, les personnes qui s'abonnent, c'est les personnes qui ont la main dans le cambouis. Vous êtes en train de voir la réalité ici, avec les agriculteurs occidentaux qui se plaignent, qui ne s'en sortent pas. Chaque année, c'est-à-dire qu'on a comme ça près de 1500 personnes qui se suicident dans le secteur agricole, industriel, intensif, mécanisé, sur la monoculture des céréales. Et même les éleveurs, ils sont comme ça aujourd'hui enchaînés par les crédits. Les enfants ne veulent pas que reprendre la concession. Ils sont criblés de dettes. Ça demande du courage pour venir le dire. Mais vous allez voir qu'en Afrique, certaines personnes ont fait de ça, c'est-à-dire que leur gagne-pain. Ils sont allés se lancer dans les céréales et veulent induire tout le monde là-dedans. Ce n'est pas parce que, c'est-à-dire que là, de façon, c'est-à-dire que géostratégique, géoéconomique, certaines puissances, c'est-à-dire que, économiques, ou certains grands groupes agro-industriels sont en train de venir changer notre mode de production et notre mode de consommation, en nous poussant, c'est-à-dire qu'à aller consommer uniquement les céréales, le maïs, le soja, le blé, que nous ne consommons pas. Donc vous êtes aussi en train de voir aujourd'hui que sur le plan géoéconomique, géostratégique, géopolitique, on peut nous déstabiliser avec ça. Ce n'est même pas on peut, on nous déstabilise. Certains pays aujourd'hui sont dépendants des céréales telles que le blé à 90%, pour ne même pas dire 99%. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le printemps arabe. Parce qu'il n'y avait pas de farine, la population s'est mise dehors. Et qu'est-ce que ça a donné? Déstabilisation du système. C'est pour ça qu'on se doit de penser autrement. Moi, en pensant ça, j'ai dit non, on ne peut pas. On ne peut pas aller faire ça. Aller faire ça, c'est aller tout droit vers le mur. On se doit de valoriser, c'est-à-dire que nos produits du terroir. C'est pour cela que ici, que je valorise le manioc. Je suis sur là depuis 5 ans. Ma première vidéo, à vous dire, allons produire le manioc. N'est pas visionnaire qui veut. Allons produire massivement le manioc, afin de pouvoir, c'est-à-dire qu'à travers le manioc, développer les produits dérivés. Le manioc,
s'adapte bien à notre terroir. Le manioc, c'est une culture qui, à l'hectare, sans mécanisation, sans engrais de synthèse, 35 tonnes. Et ça peut aller au-delà de 35 tonnes. Et aujourd'hui, tel que nos ingénieurs agronomes, ils ont l'expertise dessus. Ils savent comment nous donner des maniocs, pouvant donner des rendements voilà, extraordinaires. Et avec le manioc, on peut facilement développer l'industrie. L'industrie des farines. Aujourd'hui, farine panifiable. Je suis le seul ici qui disait que le manioc, on peut faire les farines panifiables. On peut faire le couscous. On peut faire le watafoufou. On peut faire la tchéké. On peut faire le chikwa, on peut faire le bobolo, on peut faire le miondo. Et lorsqu'on passe à l'industrie, on peut faire la liqueur. On peut faire la colle, on peut faire l'amidon. Tu vois, c'est énormément de produits dérivés. Et c'est des industries qu'on crée. Et c'est l'emploi qu'on crée. J'étais le seul ici à le dire. N'est pas visionnaire qui veut. Les résultats, c'est quoi aujourd'hui? Marquez dans les commentaires. Il a fallu que la crise ukrainienne arrive. Tous les chefs d'État sont unanimes. En tout cas, chez nous au Cameroun, le Cameroun a adopté la farine au manioc dans le processus de production de pain. Ben oui. Nous avons aujourd'hui des personnes qui vont produire massivement le manioc. Plusieurs d'entre vous êtes allés produire le manioc. C'est comme ça qu'on déniche les opportunités. Et ce n'est que comme ça qu'on peut devenir autosuffisant. Et c'est des informations stratégiques comme ça que je vous ai partagées gratuitement, sans rien vendre. Donc vous voyez que c'est des informations hautement stratégiques que je pourrais vendre aux industriels africains et aux États africains. N'est pas visionnaire qui veut. Et aujourd'hui, le manioc est plébiscité partout. Et il n'y a pas que le manioc. Je vais parler de l'igname, de la banane plantaire, du macabo, du taro. Qu'on ait produit, c'est-à-dire que voilà, le sorgho qui est adapté à notre terroir, le mil qui est adapté à notre terroir, le fenouil, la patate douce, les pommes de terre, afin de pouvoir passer à la phase de transformation, produire des farines. Je vous ai dit qu'il était aberrant d'aller faire l'élevage tel que nous sommes en train de faire, en pensant à le logiciel occidental qu'on veut aller produire comme les Occidentaux, de façon industrielle, alors que nous sommes autonomes sur rien. Ce n'est pas nous qui produisons tel que les parentaux, ce n'est pas nous qui produisons tel que les œufs, ce n'est pas nous qui produisons les aliments. Et les aliments là-dedans, c'est quoi? C'est le maïs, le soja, les blés, les sons de blé, les sels minéraux. Eux, ils ont fait ça parce qu'ils veulent développer leur tissu, c'est-à-dire que agro-pastoral. Ils produisent, c'est-à-dire que des sujets, en sachant que là derrière, l'alimentation viendra, c'est-à-dire que voilà, des producteurs locaux. Et nous ne sommes que là des consommateurs. Nous ne sommes que là à courir après l'argent. Nous ne sommes que là parce qu'on va venir te dire que le poulet entre en production après 45 jours. Et lorsqu'on va te mettre le slogan, en 45 jours, tu vas faire 50%. Mais 50%, comment tu calcules le coût de production? Tu vas aller mettre un bâtiment qui va te coûter 8 millions. Et tu vas aller investir sur une spéculation où tu n'es même pas sûr d'avoir les poussins d'un jour. Parce que c'est aléatoire. Tu n'es même pas sûr d'avoir l'alimentation. Parce que nous ne produisons pas ces aliments-là. Tu n'es même pas sûr d'avoir, t'as dit quoi, les vaccins. Et même lorsque tu as produit, tu n'es même pas sûr de vendre. Parce que ce n'est pas structuré. Parce qu'à la fin de la journée, oui, une fois que tu as dépensé comme ça, il faut que tu vendes. Le marché n'est pas structuré. C'est le grossiste qui viendra toucher comme ça. Dis, ton poulet là n'est pas gros. Hein. Je prends ça à tel prix. Et tu sais qu'après 45 jours, chaque jour où le poulet consomme, tu es à perte. Voilà comment on trouve des gens qui sont là, qui commencent aujourd'hui, font une bande, vont faire une deuxième bande après 6 mois. Voilà comment on retrouve des bâtiments, c'est-à-dire voilà, à l'abandon. Parce que on n'est pas accompagné. Lorsque tu es attaqué par la grippe aviaire, qui vient t'aider? Si tu vas mettre comme ça 20 000 sujets et que la grippe aviaire vient t'attaquer, qui t'accompagne? Nos banques ne nous accompagnent pas. Nous n'avons même pas les banques qui nous appartiennent. L'État ne t'accompagne pas. Comment tu es soutenu? Comment? C'est bien de dire, non, je vais aller faire 20 000 banques. Comment? Si tu es attaqué par la grippe aviaire. Parce que généralement,
les personnes investissent soit en fonds propres, soit par les prêts accordés par la famille, ou soit avec l'argent de la tontine. Comment tu peux tenir le coup? Lorsque le grossiste vient prendre et disparaît dans la nature, comment tu fais? Donc ça demande de la réflexion, ça demande de penser avant de se lancer. Ça demande d'enlever les émotions, ça demande d'avoir la fibre patriotique. C'est pour ça que je ne viens pas uniquement de nous. J'ai dit qu'on aille produire les poules locales. Les poules locales, de commencer petit, mais de voir grand. Mais dans nous, le problème avec les Africains, c'est qu'on veut la gratification instantanée. Les Occidentaux, tels que leur, ont une civilisation qui est millénaire. Ils ont commencé, c'est-à-dire que petit, c'est au fur et à mesure des difficultés qu'ils ont développé la science et la technologie. Donc à tous ces intellectuels, à tous ceux qui se plaignent là que non, l'agriculture est archaïque, au lieu de rester là dans le bavardage, dire que l'agriculture est archaïque, apporte donc, mets ta matière grise en pratique. Viens moderniser l'agriculture avec les réalités du terrain. Parce que moi, je vais te dire, on ne gagne pas l'argent parce qu'on est sur la mécanisation. La preuve, elle est palpable. Je ne suis pas dans la spéculation. Hein. Je ne suis pas dans on a dit que. La plupart d'entre vous qui me suivez ici, vous êtes en Occident. La plupart d'entre vous qui me suivez ici, vous êtes en France. Depuis 1 an, les agriculteurs français grèvent. Et au moment où je tourne cette vidéo, ils sont en grève. Ils ne s'en sortent pas. Et quand je vous dis les agriculteurs et les éleveurs, c'est les personnes qui sont sur 500 hectares. Qui sont sur 100, 200, 300, 400, 500 hectares. Il faut être avec eux pour connaître ça. Les informations que je vous donne ici, vous ne verrez ça nulle part. Les gens sont là, ils bavardent, les gens sont là, ils se débrouillent. Ils baladent. Moi, je vous parle, je produis de façon industrielle. Je suis sur la grande superficie, je suis sur la petite superficie. Je connais, je sais c'est quoi le coût de production. Je connais les difficultés des agriculteurs. C'est pour ça que je ne peux pas tarder que me permettre de dire du n'importe quoi. Je connais la difficulté qui consiste à produire. Donc quand on vient dire la production ne sert à rien, mais de qui se moque-t-on? On voit les mêmes aussi, je vous dis faites attention. Les mêmes, ils pensent qu'ils sont intelligents, que la production ne sert à rien. Que c'est la transformation qui est importante. Ils vont aller se greffer sur la transformation. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils vont aller mettre l'usine. En disant que non, allez produire le maïs. Allez produire le soja. Quand je dis usine, ils vont aller mettre même des provenderies. Ils vont aller mettre des usines. Non, allez produire et venez me vendre. Mais si vous êtes idiot, je dis, mais si vous êtes idiot, allez le faire. Ils sont justement en train de refaire le même système que les colons, que les Occidentaux sont en train de faire. Les mêmes, c'est-à-dire qu'on dit, sont patriotes, ils sont panafricains, qui viennent, c'est-à-dire que développer l'Afrique. Mais ils viennent vous rendre plutôt esclaves. Ils viennent faire en sorte que vous travaillez pour eux. Parce que lorsque tu vas aller faire 20 hectares de maïs, tu ne seras jamais riche à 20 hectares. Mais tu vas aller le livrer, les 20 hectares, pour lui qui a une provenderie. Pour lui qui veut transformer tel que le maïs en alcool, ou en sucre, ou en éthanol. Pour celui qui veut aller transformer, peu importe, même si tu vas faire 20 hectares de bananes plantains. Pour celui qui va aller faire les chips, pour celui qui va aller faire autre chose. Eux, ils se croient très intelligents. Ils vont te laisser, supporter tout ce coût de production. C'est toi qui vas aller acheter les machines. C'est toi qui vas aller payer les ouvriers. C'est toi qui vas braver les mauvaises routes. C'est toi qui vas braver, que le réchauffement climatique, le changement climatique qui est là. Tes productions, que ne vont pas donner. Tu vas subir, que le coût de ça. C'est toi qui vas aller, parce que tu veux développer, avoir une grande production, aller mettre le système d'irrigation. C'est quoi le coût d'un système d'irrigation? C'est toi qui vas braver les mauvaises routes. Ce sont tes productions qui vont des fois pourrir au champ parce que tu n'as pas la logistique. C'est toi qui seras là criblé, c'est-à-dire que des dettes parce que tu vas aller t'endetter. C'est toi qui seras là, à ne pas pouvoir dormir parce que tu auras des coups de vol, tu auras des coups de ceci, parce que tu auras des fois, des problèmes de ressources humaines.
Et lui, il viendra uniquement là, à la dernière minute, pensant être ton sauveur. Il va venir toucher ton régime de plantain. Il te dit non, je prends ça à tel prix. Il va venir toucher ton maïs. Il dit non, je prends ça à tel prix. Tu n'auras pas le choix. Il va te dicter. Tu vas finir à être là, à travailler seulement pour lui. Lorsque tu vas donc calculer ton coût de production, tu verras que tout ce que tu dépenses par rapport au prix d'achat, tu ne t'en sors pas. Ce que Thierry te dit ici, là, c'est des informations, c'est-à-dire que voilà, si tu n'es pas sur le terrain, tu ne vas pas comprendre. Tu es sur ton tracteur, tu travailles, mais tu es pauvre quand même. C'est ce que les agriculteurs vivent ici. Ils travaillent toute leur vie. Certains, à la retraite, veulent même vendre leur exploitation. Les personnes ne vont acheter. Certains, à la retraite, veulent léguer aux enfants. Les enfants ne veulent pas prendre. Non. Je dis ceux qui produisent les céréales ici, ceux qui sont dans l'élevage. A contrario, je vous ai dit ici que ce n'est pas la superficie. Allez voir ceux qui sont dans les vignes. Ceux qui sont à Bordeaux. Ceux qui produisent des grands vins de Bordeaux. Oui, parce que oui, j'ai investi aussi dans les vins. Je connais ce domaine. Et je pense que tout au long des fois, c'est-à-dire que de mes voyages, je vous ai fait découvrir aussi, j'ai fait le tour de France, le tour des régions, parce qu'on n'est pas dans le bavardage. On va, c'est-à-dire que toucher de très près. Vous avez des personnes qui sont dans les vignes, où les familles ont bâti un patrimoine, de génération en génération, qui aujourd'hui sont assis sur des patrimoines valant, c'est-à-dire que des milliards d'euros. On a des vignes, des vignerons, des domaines où 2 hectares uniquement, 2 hectares se vendent à plus de 800 millions d'euros. 2 hectares. Dans les grands crus classés de Bordeaux, dans les grands crus classés de Bourgogne, 2 hectares. Et quels sont ceux qui achètent ça? C'est les multimilliardaires. Tous les multimilliardaires aussi, c'est les Pinots, c'est les Benano, c'est les milliardaires russes, c'est les milliardaires anglais, c'est les milliardaires chinois qui possèdent aujourd'hui les vignes en France. 2 hectares à plus de 200 millions d'euros. Pendant que le céréalier a plus de 400 hectares, a acheté la mécanisation, veut c'est-à-dire que vendre c'est-à-dire que son domaine, tu sais à combien de fois il veut vendre? À 600 euros, à 600 000 euros. Personne ne veut prendre. Personne. Le monsieur dit, mais c'est un domaine qui a une vie, qui a une histoire. Il est de la 4e génération. Ses parents ont travaillé comme ça. On a légué. Et lui, il est de la 4e génération. Il ne peut pas brader quand même. C'est sur le plan de la valeur, des émotions. Il y a une vie, non. 600 000 euros, on ne prend pas. On ne prend pas. Quand il regarde tout ce qu'il a dépensé là-dedans, 600 000 euros, c'est peanuts, c'est rien. Mais les gens ne veulent pas prendre. Même les enfants ne veulent pas prendre. Mais moi, je viens vous dire cette réalité-là. C'est ce que vous allez reproduire en Afrique. Parce que vous les voyez sur le tracteur, vous pensez que c'est la belle vie. Parce que vous voyez passer les champs et vous pensez que c'est la belle vie. Je viens vous parler du réchauffement climatique, du changement climatique, des dégâts tels que de la mécanisation, en vous apportant un nouveau modèle, le modèle de la permaculture, le modèle de l'agroforesterie. Avec le modèle de la permaculture, c'est un modèle qui vient pallier, c'est-à-dire qui vient colmater les dégâts que nous avons avec l'agriculture industrielle, qui, elle, aujourd'hui, se retrouve confrontée face au changement climatique. Avec la permaculture, c'est-à-dire c'est l'écologie, c'est-à-dire qu'à Donf, ça respecte l'environnement, ça respecte la biodiversité, ça respecte c'est-à-dire que de l'eau, ça respecte c'est-à-dire quoi, les sols, ça respecte c'est-à-dire aussi la vie du producteur, ça respecte le consommateur, on produit des produits de qualité, il y a de la productivité. Et sur le plan économique aussi, on produit en masse. Parce que le slogan de la permaculture, c'est produire sur une petite superficie abondamment. Donc, quand je dis permaculture ici, c'est ce que vous entendez par ferme intégrée, l'association des cultures. Et que là-dedans, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, dans le même espace, tu as des cultures, tu as les arbres,
tu as les animaux. Donc, c'est ça le circuit fermé. Donc, le but, c'est d'imiter la nature, en fait. Imiter la nature. Je vous ai apporté toutes ces connaissances-là. Mais ça m'a pris 5 ans de pouvoir vous éduquer. Le problème, c'est de nous éduquer. Mais ils ont aussi compris, ces maniaques, c'est-à-dire que l'Internet ont compris que nous sommes dans un monde aujourd'hui où l'attention, ça vaut cher. Tu vois, 40 minutes. Combien vont suivre ça? Combien vont suivre? Combien vont rester comme ça, concentrés à suivre, c'est-à-dire que ce partage? Tu vois, c'est pour cela que, en termes de nombre d'abonnés, ben, il n'y aura pas les courageux qui vont venir parce qu'on n'est pas là, vous donner les artifices. Ils ont compris que nous sommes dans un monde de fake it until you make it. Donc, ça veut dire qu'il faut singer avec la richesse. On singe la richesse, on va aller se filmer tel que dans les lieux magnifiques, paradisiaques. On va aller se poser tel que dans un restaurant où on n'a même pas l'habitude de manger, mais juste pour faire la photo. On va aller dans les belles hôtels où on n'a pas l'habitude d'y aller pour faire les belles photos. On va aller tel que commencer à voyager entre 2 avions uniquement pour paraître riche. Beaucoup sont dans le paraître riche. 2025 ne tombez plus dans ce piège-là. Ne paraissez pas riche. Devenez riche. Et on devient riche comment? Par la connaissance d'abord. C'est ce que tu connais qui fait en sorte que tu sois. Ta connaissance va développer ton être. Et ton être va développer la possession. That's it. Cherche plutôt aujourd'hui à développer la compétence. Sois dans l'esprit critique. Questionne-toi. Ne te laisse plus berner par les slogans. Donc aujourd'hui, on vous fait bouffer les slogans. C'est pour ça que TikTok aujourd'hui est développé. Parce qu'on sait aujourd'hui que l'attention, c'est quelque chose qui coûte cher. Et on sait aujourd'hui que la pauvreté de la population, et encore beaucoup plus nous les Africains, c'est sur l'attention. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que si on veut cacher la vérité à un Africain, il faut mettre dans un livre. Combien t'as que prendre le temps pour lire? Combien prennent le temps pour se concentrer? Donc on vient, on vous balance les slogans. Le slogan c'est comment devenir millionnaire, comment devenir milliardaire, comment devenir riche, comment devenir riche à dormant. Viens donner ton argent, va dormir, je vais faire pour toi. Mais vous avez vu que vous êtes allé investir dans tous ces trucs-là, monevia.com. Viens, on va travailler pour toi. Tu viendras gagner que des millions. Ça a donné quoi? Vous avez vu le jeune Malien qui a bien commencé comme maraîcher. Mais il a eu la folie des grandeurs en pensant qu'il pouvait prendre l'argent de toute la communauté pour aller faire des plantations, des trucs en maraîchage industriel. Ça a donné quoi? Il a disparu dans la nature avec des milliards. Vous avez aujourd'hui, vous avez beaucoup comme ça de cas d'arnaque, des crypto-monnaies. Le dernier en date aujourd'hui, c'est Sondron. Vous avez vu que sur les VTC. Tant que vous ne voulez pas débloquer votre cerveau à réfléchir, les gens vont réfléchir à votre place. Et nous sommes aujourd'hui dans la quête. Le baromètre de la réussite, c'est les milliards. Je pose donc la question. 2 hectares de vignes se vendent à plus de 800 millions d'euros. Je te dis, 1 hectare de poivrier te donne 130 millions. Que si tu te lances sur 1 hectare de poivrier, si tu te lances, tu te prends ton courage, tu te lances dans la culture du poivrier, est-ce que tu vois le patrimoine que tu pourras développer avec tes enfants? Tu pourras développer. Et si dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, parce que c'est des cultures qui vont sur plus de 100 ans, à combien tu pourras léguer ce patrimoine-là? Parce que quand on dit devenir milliardaire, ce n'est pas que c'est l'argent fiduciaire qui est dans le compte en banque. Tu penses que M. Aliko Dangote, il marche avec les milliards dans ses poches? Quand on dit que M. Aliko Dangote, c'est l'homme noir le plus riche d'Afrique, ce sont ses possessions. C'est les industries qu'il a créées, c'est les sociétés qu'il a créées, c'est les entreprises qu'il a créées, c'est l'ensemble de ses valeurs. Donc parlons en termes de valeurs. Parce que si moi je vais parler en termes de milliards, c'est la valorisation de tout ce que j'ai produit, de tous mes biens. Mais on a des personnes qui disent, je suis milliardaire, mais tu es milliardaire, tu produis quoi? Tu produis quoi?
Qu'est-ce qu'on peut valoriser que pour estimer ton milliard? Mais eux, ils pensent qu'être milliardaire, c'est d'avoir des sacs. Et c'est pour ça que vous voyez des aberrations. Vous avez des influenceurs qui viennent vous montrer des sacs d'argent. Mondio Vision. Quand on vient maintenant demander de justifier la provenance, vous voyez la honte de ça. Vous voyez la honte de ça. Et c'est des personnes comme ça qui drainent des foules. C'est des personnes comme ça où la jeunesse s'identifie qu'à travers eux. Quand on demande, tu es donc venu afficher ce montant-là. Je parle de cet influenceur ivoirien. Ils sont comme ça nombreux. Qui vous parlent de l'argent. Mais quand on demande maintenant de justifier la provenance, ils sont où aujourd'hui? Ils sont en prison à l'heure où je vous parle. On a commencé, non, ce n'est pas pour moi, c'est pour mon ami. Ah non, lui il joue au loto-foot. Le loto-foot, c'est a dit non, ce n'est pas un gagnant, il ne joue pas chez moi. Justifie donc. Donc vous voyez que beaucoup sont dans le blanchiment, beaucoup sont dans les sciences occultes, beaucoup sont dans des trucs louches. Ne calquez pas, c'est-à-dire que votre réussite sur la base de l'argent. Calquez votre réussite sur la base de la valeur que vous apportez aux autres. Sur la base de la valeur. Et quand moi je viens partager ici, tu as vu, je suis venu sur YouTube parce que je viens vous apporter de la valeur. Je viens te dire que cette épice, elle vaut de l'or. Je mettrai avec ça sur le marché. Je vais mettre une marque. Ce n'est pas que je ne suis pas en train de vendre. Cette épice, le poivre, on produit ça depuis 1950 chez nous au Cameroun. C'est un marché qui est structuré. Quand tu produis le poivre, tu n'as pas besoin de faire de publicité. Ça se vend tout seul. C'est la première épice la plus consommée au monde. Je te dis, c'est la troisième culture la plus rentable. Quand tu vends le poivre, ça se vend tout seul. C'est comme le sel, ça ne fait pas la publicité. Quand tu produis l'huile de palme, ça se vend tout seul. Je n'ai pas besoin de faire la publicité. Ceux qui produisent le palmier à huile peuvent témoigner. Si ce que je dis n'est pas vrai, ils peuvent témoigner. Lorsque je produis mon huile, je peux te donner comment ça se passe. La Socapam, si je veux vendre la Socapam à Bolloré, la Socapam prend toute ma production, et même que ça ne suffit pas. Mon village est pionnier en termes de palmier à huile. Quand je parle de l'huile de palme, je mange l'huile de palme, je respire l'huile de palme, je sais de quoi je parle. Je suis dans le domaine de la transformation aussi. Les prix ne font que fluctuer. Je t'ai dit, l'huile de tournesol, depuis que l'Ukraine est en conflit, l'inflation a grimpé. Le marché, c'est-à-dire que de l'industrie, de la cosmétique, est demandeur. Le marché de l'industrie, c'est-à-dire que de l'agroalimentaire, est demandeur. Et on n'arrive pas à satisfaire les besoins. Nous sommes obligés d'importer encore de l'huile de palme de la Malaisie et de l'Indonésie. De la Malaisie et de l'Indonésie. Mais est-ce que tu te rends compte un peu de l'aberration quand je te dis que le palmier à huile est originaire d'Afrique? Et l'Indonésie est venue prendre l'expertise. La Malaisie est venue prendre l'expertise en Afrique. Et aujourd'hui, elle nous dame le pion. On ne doit pas avoir honte. Et dans le palmier à huile, il n'y a pas de haute mécanisation. Il n'y a pas de haute mécanisation. Le palmier à huile aujourd'hui, l'huile de palme, c'est la matière grasse la plus consommée au monde aujourd'hui. Les industries ne jugent que par ça. Pourquoi? Par rapport à sa texture. Regarde, à l'état ambiant, c'est solide. Alors que tu vois, l'huile de tournesol, regarde, l'huile de tournesol, c'est liquide. Là, c'est solide. C'est ça qui fait la particularité de cette huile-là. C'est pour ça que les industries agroalimentaires en raffolent. Parce que pour pouvoir aller faire tout ce qui est confiserie, et que pour aller faire l'aliment, avec le tournesol, ils sont obligés d'hydrogéner, ils sont obligés de passer par les processus chimiques qui rendent plutôt ces huiles-là cancérigènes. Ils ne prennent pas notre huile parce qu'ils nous aiment. Hein. Ils prennent notre huile parce que économiquement, c'est-à-dire que voilà, c'est bien pour eux et que sur le plan de la santé, c'est encore magnifique. Parce que notre huile de palme, tu n'as pas besoin, c'est-à-dire que voilà, de faire autant de procédés chimiques. C'est tout simplement ça. Pourquoi, c'est-à-dire que sur le plan stratégique maintenant, sur le plan géostratégique, sur le plan géoéconomique, on ne peut pas comme ça développer massivement les plantations de palmiers à huile. Afin de pouvoir sortir notre population de la pauvreté. Parce que si on va faire un plan Marshall,
où on dit chaque habitant, chaque paysan, n'est ne serait-ce que 3 hectares de palmiers à huile. On sort tous les Africains de la pauvreté. Si on va dire, parce que c'est ce que l'Indonésie et la Malaisie ont fait. Si l'Indonésie et la Malaisie sont que des champions, ce n'est pas parce qu'il y a des plantations industrielles. Et ils ont fait confiance aux petits producteurs. Ce sont les petits producteurs qui ravitaillent les huileries nationales. C'est pour ça que l'Indonésie et la Malaisie ravitaillent à plus de 80% le marché mondial. C'est ça la stratégie en fait. Faire confiance aux petits producteurs, faire confiance aux paysans, permettre à ce que les paysans aient des plantations. Parce qu'avec une culture comme le palmier à huile, ça produit toute l'année. Contrairement à d'autres cultures, comme les céréales, comme le café, le cacao, où on ne récolte qu'une fois. Le palmier à huile, tu récoltes que 2 fois que par mois, et pratiquement toute l'année. Donc ça fait que le paysan, en termes de rentrée de sous, a de l'argent tout le temps. Contrairement aux cultures telles que c'est vivrière, où on produit une fois, on récolte une fois, et une fois on a vendu, on n'a plus d'argent. C'est stratégique tout ça. Aller produire une culture comme le Njiansang, c'est pour ça que je vous ai lancé le Njiansang. Un sac de Njiansang, c'est minimum 350 000. Et tu n'as pas besoin de 10 000 hectares. Juste 1 hectare, tu es rentier. Aller produire, c'est-à-dire que le Mpébé. Le Mpébé, c'est ça. Aller produire les rondelles, tu n'as pas besoin de 10 000 hectares. Avec 1 hectare, tu es rentier. Aller produire le bitacola. Un sac de bitacola, c'est 450 000, voire 500 000. Tu n'as pas besoin de 10 000 hectares. Avec uniquement 1 hectare, tu es rentier. Et quand on connaît aujourd'hui, on sait aujourd'hui qu'avec le problème de réchauffement climatique, aller produire les arbres, c'est préserver notre environnement. Donc lorsque tu vas te lancer vers cette culture-là, c'est un patrimoine que tu laisses aux enfants de tes enfants. Mais pour cela, là où ça va buter plusieurs d'entre vous, c'est parce qu'on vous vend la gratification instantanée. L'agriculture, ce n'est pas le njambo. Beaucoup pensent qu'aller faire l'agriculture, c'est aller jouer au loto. Non, je vais déposer mon argent et je viens prendre 10 milliards dans 2 jours. L'agriculture n'est pas le njambo. L'agriculture, c'est un patrimoine. On va vers l'agriculture parce qu'on aime ce domaine-là. Tu vois comment je parle avec toi. Je peux parler avec toi comme ça pendant 2 heures. Je ne me fatigue pas. Parce que c'est un domaine que j'aime. Parce qu'un agriculteur, c'est le premier médecin en fait. Parce que ce que nous mangeons, c'est notre médicament. Un agriculteur, c'est celui-là qui aime la terre. C'est celui-là qui respecte la biodiversité. Un agriculteur, c'est celui-là qui pense à laisser une terre aux enfants de ses enfants. Un agriculteur, c'est celui-là qui se soucie de la qualité de l'aliment, de ce que les consommateurs vont manger. Un agriculteur, c'est celui qui façonne le paysage de son pays. Un agriculteur, c'est celui-là qui le garant, c'est-à-dire que de la gastronomie, c'est-à-dire que de son pays. On devrait respecter nos agriculteurs, nos éleveurs. On devrait respecter nos parents et nos frères et sœurs qui cultivent encore avec la houe. On devrait respecter, parce que cultiver avec la houe, contrairement à ce que vous pensez, c'est parce qu'ils préservent nos sols. Parce que si on produisait encore, si nos ancêtres produisaient avec les tracteurs, c'est qu'on ne serait pas en train de dire aujourd'hui que nous avons les terres arables, nous avons les bonnes terres. C'est parce que nos ancêtres ont su préserver nos terres en produisant avec les outillages qui n'agressent pas le sol. Parce qu'agresser le sol, les tracteurs agressent le sol. On a des pertes de matière organique. Un agriculteur, c'est celui qui se soucie de sa matière organique. Combien de personnes savent même c'est quoi la matière organique? Oui. Avec le temps, je suis venu faire un travail. Je suis venu vous apprendre à désapprendre, à réapprendre à nouveau. Je dis aussi à tous les acteurs, à tous ces jeunes, à toutes les personnes qui sont intéressées, Internet, c'est un outil. Internet est un peu comme le couteau. Il faut savoir bien l'utiliser. Alors si on veut aujourd'hui amener la population à s'intéresser au domaine agricole, on se doit d'aimer la chose. Ça doit se sentir. Allez vous former. Parlez de science. Parlez de science. L'agriculture, c'est la science.
L'agriculture, ce ne sont pas les slogans. Parler de science, parler de la terre. L'agriculture, c'est la nature. Tu ne peux pas te dire que ne pas aimer la nature et vouloir aimer l'argent. La terre te rend, la terre te repousse. Beaucoup d'influenceurs sont venus dans la terre en pensant prendre les millions. En n'aimant pas la terre, en n'aimant pas l'agriculture, en n'aimant pas l'environnement. Mais la terre te manque. Tu vas dire la terre ne manque pas. La terre va te dire, mon gars, tu n'es pas à ta place. Beaucoup sont venus faire des spéculations, n'aimant pas la spéculation, n'aimant pas la plante, ne sachant pas comment la plante fonctionne. En disant, je viens seulement déforester, je viens planter, et ça va me donner. Non. La plante, elle est vivante. Elle parle, elle s'exprime quand tu comprends. Et quand tu la bichonnes, quand tu lui donnes tout ce qu'elle demande, elle te donne ça au centuple. Chers agripreneurs visionnaires, pour 2025, n'allez plus seulement dans les slogans. Chers agripreneurs visionnaires, allez vers l'agriculture parce que vous avez l'amour de ce métier. Et allez vers le domaine agricole, il n'y a rien de plus relaxant. C'est le premier métier au monde. La nature. L'agriculture industrielle n'est pas faite pour nourrir tel que les humains. Ça, je vous le dis. Ou elle n'est pas faite pour nourrir l'humain. L'agriculture industrielle aujourd'hui est faite pour faire du profit, pour aller faire des produits dérivés. Et l'agriculture industrielle aujourd'hui, elle est complexe, elle est coûteuse. Beaucoup d'entre vous ne pouvez pas faire. Moi, je vous le dis, je suis là-dedans. Je sais de quoi je parle. À date, à mon petit niveau, j'ai investi petitement 200 millions. Combien peuvent investir 200 millions? Quand je vous dis ici que dans certaines spéculations, il vous faut 1 milliard. Et 1 milliard,